d'être avec nous pour ce deuxième webinaire RH autour de la problématique. Donc, après un an de crise sanitaire, comment faire revenir les soignants à l'hôpital et quelles sont les nouvelles attentes de ces soignants. Donc, le premier épisode, la semaine dernière, était au sujet du recrutement des profils en tension. Et cette semaine, on va s'intéresser au management bienveillant. Donc, pour me présenter très rapidement, je suis en charge de la communication chez Hublot et je vais animer ce webinaire avec Antoine Laurent que je laisse se présenter. Bonjour à tous, comme le disait Hermine, je suis Antoine Laurent, je suis l'un des cofondateurs et le président de Hublot. Je vois que vous êtes très nombreux, donc je suis ravi de tous vous accueillir ici. Un petit rappel en quelques mots sur Hublot pour ceux qui ne connaissent pas ou peu. Donc Hublot, c'est une solution de gestion des remplacements pour les établissements sanitaires et médico-sociaux. Nous travaillons aujourd'hui avec 2800 établissements en France et désormais aussi en Allemagne, en Suisse et en Belgique. C'est à peu près 7000 missions de remplacement qui transitent sur Hublot chaque jour et 400 000 professionnels qui sont inscrits sur la plateforme dans les différents établissements. Aujourd'hui, c'est un sujet qui me touche moi aussi particulièrement, le sujet du management bienveillant, puisque chez Hublot, nous sommes 100, donc on a aussi des problématiques de management et de management bienveillant, même si aujourd'hui, évidemment, le sujet sera concentré sur vous, sur les établissements sanitaires et médico-sociaux, et comment cette thématique doit être comprise, étudiée, approfondie dans les établissements sanitaires et médico-sociaux. Donc, pour notre échange d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Philibert et Floriane Bordelais. Donc, Alain Philibert, qui est directeur général adjoint du groupe hospitalier Bretagne Sud, on va entendre sa voix uniquement. On a un petit problème de connexion sur la vidéo, mais vous allez l'entendre. Vous avez sa photo à l'écran et je vais le laisser se présenter ensuite. Et Floriane Bordelais, que vous voyez déjà à l'écran, qui est directrice adjointe du centre hospitalier de Moulins-Isère. Donc, n'hésitez pas, on va leur laisser la parole. Hermine et moi aurons surtout un rôle d'animation. Nous sommes là pour lire les questions qui vont apparaître sur le chat, qu'on vous encourage à poser au cours de la présentation afin de la rendre plus interactive. Donc, on essaiera de poser les questions à Alain et Floriane à la fin de chaque partie plutôt que de garder toutes les questions pour la fin. Voilà pour l'introduction. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Alain et Floriane et nous nous chargerons de dérouler les quelques pages que nous avons qui vont donner un support visuel à notre échange. Très bien. Alain, tu veux commencer par te présenter ? Bon. Vas-y, Floriane. Je vais commencer. Donc, bonjour à tous. Floriane Bordelais, je suis donc directrice des opérations et du parcours patient, de la qualité et de la gestion des risques au centre hospitalier Moulins-Isère. Alors, pourquoi un DOP et une directrice qualité pour ce sujet finalement très ressources humaines? Alors, d'abord, j'ai eu le plaisir de faire un stage au cours de ma formation chez Hublot et de travailler un peu ce sujet pour un livre blanc. Et aujourd'hui, dans mes nouvelles fonctions, parce que je suis issue de la promotion sortante de l'EHESP, pour cette qualité et gestion des risques, le management bienveillant est vraiment au cœur de la prochaine certification. Donc, c'est la raison pour laquelle il était vraiment, je pense, intéressant que nos regards se croisent avec Alain Philibert qui a cette riche expérience que je n'ai évidemment pas. Voilà, pour parler à la fois RH et qualité. Je laisse Alain se présenter. Merci, oui, voilà. Mille excuses pour les problèmes techniques. Donc, Alain Philibert, je suis directeur général adjoint du groupe hospitalier Bretagne Sud. Après avoir eu une carrière riche et longue, et notamment marquée par 20 ans outre-mer, à La Réunion, en Guadeloupe, sur différents postes, où j'ai été confronté à une façon différente de gérer et notamment de gestion de crise qui m'a beaucoup enrichi. Et donc, j'ai été invité par Floriane et j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir confronter. En fait, c'est pas une confrontation, c'est un complément d'approche de quelqu'un, d'une jeune femme qui est toute jeune en entrant dans le métier et moi qui vais en sortir très prochainement. Voilà, merci beaucoup. Alors,
J'y vais, si tu le souhaites. Donc, notre management bienveillant. Donc, une première slide. Alors, l'idée, c'est vraiment pas de faire une définition littéraire parce que je pense déjà qu'il n'y a pas une définition unique. On est d'accord avec Alain à ce sujet. On a commencé tout bêtement par ouvrir le dictionnaire quand Hublot nous a sollicité pour cette thématique, en se disant, bon, le management, on voit à peu près ce que c'est, cet ensemble de techniques de direction et de gestion, mais la bienveillance, qu'est-ce que c'est? Alors, quand on ouvre le Larousse, on nous dit que c'est une disposition d'esprit inclinant à la compréhension et à l'indulgence envers autrui. Donc, bon, quand on a dit ça, on a à peu près tout dit et encore pas suffisamment. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport au management? Comment on fait dans notre management au quotidien pour incliner notre esprit vers cette compréhension et cette indulgence d'autrui? Donc, l'idée, encore une fois ici, c'est pas de donner une définition précise parce qu'elle varie en fonction de la conjoncture, des personnes, des établissements, mais de réfléchir ensemble finalement pourquoi ces deux termes associés ensemble, qui sont peut-être un peu galvaudés parce qu'il y a beaucoup d'articles là-dessus, mais pourquoi le management aujourd'hui spécifiquement, après une crise qui a eu une cinétique inédite, est aussi important aujourd'hui, pourquoi investir ce temps de réflexion autour du management bienveillant est important, à la fois pour nos professionnels paramédicaux, donc, et pour nos institutions. Oui, alors quant à moi, parfaitement en ligne, bien sûr, avec ce que dit Florian, je m'appuie sur les commentaires, là, juste en introduction, sur les interventions de monsieur Frédéric Baltou, le président de la Fédération hospitalière de France, qui a tiré la sonnette d'alarme au sujet de la fermeture d'un nombre de plus en plus important de lits, notamment en Île-de-France, et en faisant le lien de ces fermetures de lits avec une diminution toujours plus importante du nombre de personnels, soignants notamment, mais pas que, présents dans les hôpitaux. Et cette incapacité que les établissements et leur direction ont à faire fonctionner des établissements aujourd'hui. Et c'était intéressant qu'ils nous disent que pour lui, c'était vraisemblablement une perte de sens. Une fatigue qu'on peut comprendre derrière cette fatigue, une démotivation face à un hôpital qui va de crise en crise. Donc ça, c'est un vrai sujet de réflexion. Et il nous dit qu'il faut passer du colmatage auquel on assiste depuis 15 ans à un vrai New Deal pour l'hôpital. Alors, force est de constater que de crise en crise, nous avons vécu tous ensemble une crise qui est énorme, qui est peut-être en train de se terminer, mais c'est pas encore écrit. Et que cette crise qui a fortement ensablé les hospitaliers et l'ensemble des personnels à son paroxysme, aujourd'hui, ne mobilise plus et ne suffit pas, et peut-être même est un signe favorise le découragement des personnels. Voilà pour l'introduction. Alors, bien sûr, la slide suivante. Je ne l'ai pas, vous l'avez affiché? Oui. Oui, quelles attentes de la part des personnels, qui est notre première partie. Donc. Voilà, c'est ça. Les attentes des personnels sont nombreuses, bien évidemment. La question, c'est à quoi aspirent les professionnels de santé? Et bien que là, la focale soit centrée sur les soignants, la prise en compte des attentes concerne l'ensemble des professionnels de santé, et pas seulement les soignants, et un ensemble beaucoup plus large qui, bien sûr, inclut tous les acteurs de l'hospitalisation. Faire un jeu de mots qui n'est pas forcément bien choisi, mais moi j'ai connu, puisque ça fait plus de 40 ans que je suis à l'hôpital, l'hôpital pour moi est passé de la cornette à Internet, c'est-à-dire de l'omniprésence des bonnes sœurs du début à celle des ordinateurs et des serveurs. Le monde a totalement changé, l'hôpital n'est plus ce qu'il était, la société civile s'est elle aussi transformée. Et pourtant, comme le souligne très justement Jean-Michel Budet, directeur d'hôpital honoraire que l'on connaît bien, dans un ouvrage de référence paru récemment, l'hôpital vit toujours sur les fondations des ordonnances de 1958. Bien sûr, avec une évolution, c'est bien évident, mais le fond est là. Alors, il y aurait certainement comme une distorsion. Et on s'étonne que les professionnels de santé aient des aspirations nouvelles. On est saisi parfois que le mode de commandement d'un hôpital doit être réinventé.
Il faut juste mettre le nez à la fenêtre de son bureau pour s'en rendre compte. Il semble important de préciser ici que les professionnels de santé, eux, ils n'ont pas changé dans leur fond. C'est leur vision de la vie qui a changé. Si leur engagement professionnel est toujours aussi fort et indiscutable, ils nous le montrent tous les jours, nous le montrons tous les jours, ils savent qu'il existe un ailleurs hors les murs et que l'hôpital, qu'ils aiment tant et qu'ils servent si bien, ne saurait remplir leur vie comme ce fut le cas des générations précédentes. Et c'est vrai à tous les étages de l'hôpital. Alors, la question qui a été posée par Frédéric Piruc, qui est un chercheur du CNRS, prend ici tout son sens. Il nous disait, il y a quelque temps, existe-t-il une génération Y des professionnels de santé? La question est, en quoi et pour quel motif l'hôpital ne serait pas concerné? Alors, les attentes des professionnels de santé ont changé. Il appartient à l'institution de s'y adapter parce que toute recherche de solution inverse serait, à notre sens, condamnée par avance. Maintenant, il est intéressant de sortir de l'hôpital et de faire un zoom sur les GHT et les autres établissements à emprise territoriale que je qualifierais de XXL. La création des GHT, les fusions-absorptions, les directions communes, les pôles interhospitaliers sont des mouvements qui concourent tous à une recherche d'optimisation de l'offre de soins sur le territoire. Ça, c'est indiscutable. Ils vont dans le sens de l'histoire en termes de parcours patient et les principes qui prévalent à leur génération sont parfaitement connus. Là-dessus, on est tous d'accord. En revanche, force est de constater que élargir l'emprise territoriale d'un établissement éloigne de fait la périphérie du centre et engendre de la complexité supplémentaire en termes de management de l'ensemble des relations humaines qui prévalent à son fonctionnement. Denis Bismuth, qui est un psychopédagogue, l'exprime très bien, toujours dans un ouvrage que j'ai cité précédemment. Les transformations des organisations s'accompagnent le plus souvent d'une transformation des façons de les gérer. Aujourd'hui, et c'est pas que à l'hôpital, le management est reconditionné dans ses fondements et ses finalités. Donc là, on est au cœur de notre problématique. Et voici donc, en quelque sorte, les managers hospitaliers que nous sommes, à la croisée de ces chemins que nous avons voulu élargir et agrandir en toute légitimité. L'heure, à mon sens, est donc à réinventer les modes de management, à les faire évoluer vers des modes plus participatifs, au sein desquels les professionnels de santé se sentent impliqués et donc reconnus et donc respectés. Voilà, merci pour cette partie. Je suis à l'aveugle là. Merci Alain, on laisse. N'hésitez pas, comme je le disais, à poser des questions au fil de l'eau sur le chat que vous pouvez masquer si la présentation est trop petite. Et on enchaîne tout de suite avec la deuxième partie et on laisse la parole à Floriane à son tour sur quelles sont les attentes de la part des institutions. Très bien, parce que l'idée, c'est aussi de voir que finalement, ce management bienveillant, il est gagnant-gagnant. Donc, c'est la raison pour laquelle on s'est interrogé avec Hublot quand on a lancé et préparé ce webinaire sur quelles attentes de la part des institutions. Si tu veux passer la slide, s'il te plaît, Hermine. Merci beaucoup. Donc là, juste un petit zoom, parce que cette question du management bienveillant, elle trouve une actualité toute particulière pour deux raisons. La première, c'est que le législateur, dans la loi du 26 avril 2021 sur la confiance et la simplification de notre système de santé, déjà vient parler de management et demande aux établissements de le rénover. C'est-à-dire en faisant un management participatif. Voilà, je vous ai mis le petit extrait ici. Le chef de service et le cadre de santé sont associés au projet d'établissement, au projet de gouvernance et de management participatif, au projet d'évolution de l'organisation interne de l'établissement. Donc, c'est pas tout à fait notre sujet, mais quand même, on voit que le législateur vient mettre l'accent là-dessus pour nous dire, attention, pour nos professionnels, il faut revoir notre mode de management. Donc, on voit le terme est posé dès la première ligne, plus associatif, plus coopératif, plus en concertation. Et ça pose aussi la question de l'échelon de la décision. On voit tout le rapport Clarisse transparaître ici. Est-ce que finalement le service à présent, c'est pas le bon échelon pour justement associer ces professionnels à la prise de décision.
Et également, dans cette loi, on le voit, l'idée est d'inscrire un peu dans nos tablettes pour les sanctuariser, pour les renforcer, nos nouveaux objectifs managériaux dans notre projet d'établissement afin de prévenir les risques psychosociaux, les conflits potentiels, également les conflits qui peuvent survenir autour de l'égalité homme-femme. Pourquoi ? Pour justement garantir un bien-être au travail, parce que ça, je pense qu'on l'a peut-être pas assez dit en introduction, mais une grande partie de ce management bienveillant tient dans son environnement. Et enfin, un autre point d'actualité, c'est un peu une déformation professionnelle, mais la nouvelle certification qualité de la Haute Autorité de la Santé, cette V 2020, met également l'accent sur le management bienveillant. Ce qui est très rapidement, les experts visiteurs de la Haute Autorité de la Santé, quand ils sont en train de passer dans les établissements, vont regarder si l'expérience patient est prise en compte, si l'établissement arrive à s'adapter au système de santé et surtout au travail en équipe, à ce collectif. Et dans cette troisième thématique, le collectif, l'établissement va regarder plus précisément si nous sommes en capacité de nous organiser pour garantir ce management bienveillant. Ils vont regarder, par exemple, c'est un des critères d'évaluation, l'établissement veille à la bientraitance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que garantir la bientraitance des patients, ça passe nécessairement par une bientraitance de nos professionnels. C'est pour ça qu'ils vont regarder que l'établissement prône la bientraitance dans ses valeurs et mène des actions de sensibilisation ou de formation auprès de toutes les catégories de professionnels. Et ça, je pense que c'est vraiment clé de ne pas le réserver qu'à une certaine catégorie qui pourrait cibler, qui pourrait être aussi peut-être un peu discriminante, mais ça, on le reverra dans nos exemples plus précis. Voilà, si tu veux passer à l'autre élément d'évaluation, Hermine. Et enfin, un autre élément d'évaluation, donc c'est un peu son contraste, mais pas tout à fait. L'établissement lutte contre la maltraitance ordinaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ici quand on note un problème, quand on l'identifie. La maltraitance ici, finalement, c'est de ne rien faire. Et ce que les experts visiteurs vont regarder ici, c'est si les professionnels sont sensibilisés justement à détecter cette maltraitance, si on met en place au quotidien des modalités d'écoute quotidienne de l'expérience patient, mais j'ai envie de dire peut-être d'aller plus loin, si les professionnels mettent en place au quotidien des moyens d'écoute entre eux, s'il se crée ce temps d'écoute et de discussion collective. Voilà pour ce point qualité, mais ça me semblait important de noter que aujourd'hui, ce management bienveillant, en plus d'être plus que nécessaire, va être audité et évalué. Il s'agira vraiment d'y parvenir. Merci Floriane. On voit que effectivement, tu n'es pas la seule dans ce cas. Valérie nous partage aussi son témoignage sur le chat. Après ces deux parties du coup plutôt contextuelles, on va maintenant passer à la partie plus concrète sur les bénéfices et les intérêts de mener un management bienveillant et comment on peut tendre vers ce management. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je vous vois. Je ne sais pas si vous me voyez, mais maintenant, je vous vois. Donc, les choses s'améliorent. Merci. C'est peut-être la démarche qualité qui a précédé. Alors, les bénéfices de management bienveillant. Avant de parler des bénéfices, il faut parler des bonnes pratiques. Donc, nous vous proposons de considérer quand même comme postulat de départ que manager, c'est ménager. J'ai trouvé cette expression tout à fait pertinente. C'est un quasi-slogan, en quelque sorte, que l'on doit à Marc Nagels, qui est un dirigeant d'un réseau de conseil, intervenant dans le champ du sanitaire et du social, et qui résume en 3 mots une quasi-philosophie. Alors attention, cela semble pouvoir, même si le management bienveillant semble pouvoir s'apprendre dans le cadre de formation, et Dieu sait si nous avons une offre de formation très importante à ce niveau-là, de plus en plus,
Il faut quand même se dire que on devient difficilement manager bienveillant, si on n'a pas un petit peu dans ses gènes cette qualité. Le praticien n'est pas toujours le théoricien et l'inverse est vrai aussi. Alors attention aussi à bien discerner les limites du management bienveillant, de manière à ce qu'on ne dérape pas de la posture vers l'imposture, comme le soulignait récemment un poste dans RH Info, ce qui serait totalement contre-productif. Et puis, ces pratiques et ces bonnes pratiques, il y a quelqu'un qui les a résumées dans ce qu'il appelle le pacte managérial, pacte PACTE, pour P, les postures, A, les attitudes, et C, les comportements qui prévalent à adopter au travail dans l'entreprise un management bienveillant. Alors, nous pourrions développer plus loin ces points, mais c'est vrai que les postures, c'est la volonté d'être là pour les autres, grosso modo. Les attitudes, c'est la manière d'être qui manifeste certains sentiments. Et les comportements, c'est la façon d'agir ou de réagir. Donc, c'est un ensemble de comportements personnels qui font de vous qu'on vous reconnaît comme un manager bienveillant, sans forcément à ce que vous ayez besoin de le démontrer. Alors, les bénéfices après ces bonnes pratiques, dans la slide suivante, ces bénéfices-là, voilà, merci, sont nombreux. Ils sont nombreux, ils sont très divers. Nous avons chacun d'entre nous une approche personnelle de ces bénéfices. On va y voir un certain nombre d'avancées sociales, d'avancées personnelles, d'avancées collectives. On va y mettre des mots différents. Mais cette diversité est aussi une richesse. Et la liste, bien sûr, qu'on vous propose est très loin d'être exhaustive. Et nous laisserons à chacun des participants le soin de l'enrichir au vu de ses propres connaissances ou de ses propres expériences. Je dirais que pour résumer les bénéfices du management bienveillant tel qu'on peut le concevoir ici, cette définition appartient à Jacques Lecomte, qui est un expert en psychologie positive, j'adore ce terme. Pour lui, je le cite, « Plus les salariés se sentent respectés, plus ils se montrent motivés et reconnaissants. » Et c'est bien de cela qu'il s'agit, c'est-à-dire le management bienveillant, c'est le moyen de mettre en place un comportement à la fois individuel et collectif qui va vers un meilleur fonctionnement de l'entreprise qui est concernée. Voilà, je vous remercie. Il y a une question. Merci beaucoup Alain. Une question sur le chat de quelqu'un qui vous remercie pour la pertinence de l'intervention, mais qui pose la question qui a été posée à plusieurs reprises, on la connaît, sur ce sujet finalement du management, de la bienveillance. Est-ce qu'il n'est pas plutôt accessoire et palliatif au vrai sujet qui est la rémunération, ou quelle est votre conception et finalement votre réponse à ce sujet-là? La rémunération est un élément de réponse, bien évidemment. Je pense que là, alors le problème, c'est que la rémunération, elle est plutôt négociable à des niveaux qui ne sont pas forcément les nôtres, même si certains établissements font des efforts plus importants que d'autres pour pouvoir recruter. Mais ces établissements-là vont aussi partir des salariés de chez eux, peut-être pas pour aller travailler chez quelqu'un qui paye mieux, mais pour aller travailler chez quelqu'un qui les prend mieux en considération. Quelqu'un qui va leur permettre, peut-être, de par son emplacement, de par ses horaires, de par son organisation, de par sa communication interne, d'être mieux au travail et d'être aussi mieux dans sa vie. Je ne crois pas qu'on puisse résumer cette question à la seule rémunération. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, cette question, mais je dis que souvent, la rémunération devient parfois accessoire quand le reste fonctionne bien. Il faut commencer par la qualité de la vie au travail par rapport ça me semble plus important en termes d'approche globale de l'établissement. Sur la rémunération, elle toujours concerne une catégorie à la fait. Il y a une autre notion aussi. Pardon, Floriane.
C'est celle aussi peut-être de la sécurité au travail. Je pense que c'est quelque chose qui a été vraiment mis en avant par la crise que nous avons traversée, que nous continuons de traverser, cette crise Covid. C'est outre la rémunération, qui est évidemment un point névralgique de l'attractivité et de la fidélisation de nos professionnels, c'est est-ce que dans mon poste, est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que je sens que si j'ai un souci, je peux aller voir mon manager, lui en parler? Est-ce que si je commets une erreur, parce que ça nous arrive à tous, est-ce que le management en place dans mon service, dans mon établissement, me permet d'en faire quelque chose de constructif, de positif? C'est aussi ça aussi peut-être un des points importants, outre la rémunération, c'est est-ce que je me sens bien dans mon travail? Est-ce que je me sens sécurisée dans mon travail? Et c'est la raison pour laquelle le management bienveillant est un des leviers qui permet de répondre à ces deux points. Tout à fait. Et pour rebondir sur ce sujet, ça fait un petit peu écho à ce que nous partageait Nicolas Delmas, donc DRH adjoint de l'hôpital Bichat la semaine dernière, en disant que ce management était aussi un facteur d'attractivité et qu'on pouvait voir que selon le type de management qui était mené dans les services, on remarquait que le recrutement était plus ou moins facile. Donc, même si ce n'est pas forcément l'élément central qui est attendu par les professionnels de soins, il impacte à la fois le recrutement et la fidélisation de ces personnes dans les services. On préfère toujours venir travailler quand on sait que ça va bien se passer et qu'on va être écouté, plutôt que quand ce n'est pas le cas. On va peut-être passer à la dernière partie. Donc, on prendra toutes les questions à la fin, hein, s'il en reste. On va essayer de ne pas trop dépasser le timing, même si on a commencé un petit peu en retard. Donc, la dernière partie où Floriane et Alain vont nous partager à la fois leurs témoignages respectifs et quelques idées d'actions concrètes pour tendre vers ce type de management. À moi. Oui, alors quelques idées concrètes. Bon, bien sûr, longue expérience fait qu'on a eu plein de rencontres, plein de situations à gérer. Grosso modo, ma démonstration s'appuie sur la gestion de crise, en pensant et en ayant prouvé et pouvant témoigner que les crises, des situations sanitaires exceptionnelles créent du collectif. Alors, deux exemples qui est très frappant, très spectaculaire, c'est que j'étais DGA du CHU La Guadeloupe quand nous avons fait face à l'incendie, et je peux témoigner ici d'une vérité que j'ai fait mienne, c'est-à-dire que quand on est face à une situation d'un désordre total comme celle-ci, seul on n'est rien. Donc, on est forcément, qu'on le veuille ou pas, que ce soit naturel ou pas, tourné vers l'autre. Et cet autre, ça peut être bien évidemment la solidarité nationale, ça peut être la solidarité locale, ça peut être aussi interdépartement, puisque nous avions transféré nos malades de réanimation avec un grand risque vers la Martinique, mais aussi vers les hôpitaux privés, les cliniques privées, puisque nous opérions nos patients chirurgicaux dans les cliniques privées, et sur du long terme, avec la mise à disposition de blocs dédiés. Et en interne, le collectif, il s'est traduit par, bien évidemment, ce qu'on connaît tous aujourd'hui, des cellules de crise quotidiennes, voire bi-quotidiennes, 7 jours sur 7. Mais j'ai découvert un outil formidable qui est le CHSCT. Quand on est dans une situation aussi dégradée, il faut trouver le moyen et le lieu de garder le contact avec le reste des personnels. Et moi, j'ai beaucoup travaillé avec le CHSCT. J'ai deux chiffres, hein, c'est 45 réunions en 13 mois, avec des liens très forts, voire même presque devenus amicaux avec la secrétaire du CHSCT que j'appréciais tout particulièrement pour sa disponibilité, et la résolution de problèmes par ce biais-là. Ça, c'était un premier thème. Le deuxième thème, il tient à Lorient, où, alors là, je suis strictement pour rien, mais où au plus fort de la crise, enfin au début des premiers mois de l'année dernière, quand le pays était confiné, nos amis de la DRH, du GHBS, ont su mettre en place quelque chose qui était vraiment très intéressant, qui était une cellule garde d'enfants. Ils se sont tous mobilisés, ils ont mis en place des procédures, ils ont mis en place une organisation
qui leur permettait, dans le cadre de réseaux qu'ils ont créés, alors réseau avec les assistantes maternelles, réseau avec le rectorat, avec les communes, avec les crèches, de pouvoir trouver à la demande des solutions de garde d'enfants pour que les gens puissent venir travailler à l'hôpital, assurant ainsi la permanence des soins. C'était essentiel. Ils ont aussi su mettre en place des aides financières, voire même recruter des babysitters pour aller faire de la garde à domicile. Je trouve que cet exemple-là, qui mélange à la fois la gestion de crise, la QVT et le management bienveillant, qui a émané d'une équipe d'administratifs et de travailleurs sociaux, est vraiment à mettre en exemple. Alors, on rejoint là l'intelligence collective, cette intelligence collective sur laquelle j'ai pu être amené à écrire dans le cadre d'un ouvrage de référence collective qui est sorti en début du mois dernier. L'idée étant que l'intelligence collective est le levier de management des établissements de santé quand ils sont en crise. Pourquoi ? Parce que lorsque nous nous réunissons en gestion de crise, et vous l'avez tous connu ça, ce ne sont pas des grades qui sont autour de la table, ce ne sont pas des fonctions, ce sont des métiers, ce sont des professionnels. Chacun étant représentatif d'une partie de l'établissement et la voix de ce chacun étant aussi importante que celle de l'autre. Ça, c'est vraiment le grand intérêt de la crise. Alors, le leader, l'animateur ou le manager de cette cellule de crise, lui, doit faire preuve d'une grande qualité qu'on recherche tout le temps, de beaucoup d'humilité. Parce que pour le coup, ce n'est pas lui le patron, c'est l'ensemble. À charge après à mettre en œuvre les décisions qui tombent sous le sens de tout le monde. C'est un mode de collégial qui nivelle les hiérarchies et qui met en avant vraiment les professionnels pour leur qualité et leur capacité. Certains ici ont voulu que ça continue, qu'on continue ainsi la gestion d'établissement. Bien évidemment, c'était pas possible puisque nous sommes revenus à un fonctionnement régulier des instances. Mais je pense que là, oui, nous sommes sur des pistes qui sont très intéressantes et à creuser encore. Je vous remercie. Alain, je me fais le relais d'une question à nouveau sur le chat. Merci beaucoup. De Valérie qui demande si vous ne pensez pas que le temps des efforts collectifs est révolu, étant donné à quel point le personnel a beaucoup donné avec peu ou pas de reconnaissance jusqu'à présent. Ouais, c'est une bonne question. La question sous-jacente, c'est est-ce qu'un hospitalier est capable de se mobiliser même s'il a été déçu auparavant ou même s'il n'est pas content de ses conditions de travail? Je pense que oui. Et je pense que la mobilisation collective est dans nos gènes. Je pense que c'est pas un devoir, c'est juste la démonstration que l'on fait au quotidien dès qu'il y a un coup de chaud, dès qu'il y a un coup de feu, dès qu'il y a un problème, un plan blanc, est-ce que je sais, les gens sont là. Alors, on peut se poser la question, c'est intéressant parce que ça nous permet de réfléchir à comment on pourrait faire mieux. Mais pour le coup, je pense malgré tout que le collectif est toujours plus fort que l'individuel. Et est-ce que c'est justement, est-ce que ce n'est justement pas là le travail du manager de réussir à fédérer, à souder son équipe et à faire renaître ce sens du collectif malgré le contexte difficile et les conditions de vie qui ont été déceptives? Vous êtes en plein dans le rôle du manager hospitalier aujourd'hui. Et c'est à lui de s'approprier cette démarche et de la mettre en avant et de la faire reconnaître et de se faire reconnaître comme tel. Très bien, merci beaucoup Alain. Floriane, on te laisse la parole pour la suite. Merci beaucoup. Voilà, donc quelques pistes un petit peu concrètes. Alors, je n'ai évidemment pas la chance d'avoir l'expérience d'Alain. Donc, quand je suis sortie de l'école et que j'ai pris mon poste, je me suis beaucoup interrogée sur quel type de manager je voudrais être. Est-ce que je devais mettre en place un management très horizontal? Voilà, j'avais ces grands idéaux il faut quelque chose de vraiment très bottom-up qui part du terrain et qui remonte. Donc voilà, je l'ai un peu testé pendant 10 mois. Mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que finalement, ce qui marchait à chaque fois, et c'est pas nier ou galvauder de le dire, c'est ce management bienveillant et
et ce management qui suscite le collectif. Donc, je vous ai mis 2-3 idées ici. Alors, rien de révolutionnaire, mais des choses que, faute d'expérience, donc je teste. Je parle des 5 minutes en équipe. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai vu dans l'univers de la start-up, donc chez Hublot, qui existe dans d'autres établissements publics de santé. Donc, j'ai commencé à les mettre en place au sein de la direction qualité et gestion des risques de l'hôpital Montmeiser, voilà, pour en faire un petit peu mon laboratoire, avant de le déployer dans tous les autres services de l'hôpital. Et donc, ces 5 minutes en équipe, alors ça peut être un peu plus long, souvent ça déborde, ça marche tout bêtement avec un tableau blanc, des post-it, et chacun vient coller tout au long de la semaine ses enjeux de la semaine, les difficultés qu'il rencontre, on parle des irritants, mais aussi, j'y tenais beaucoup et ça rejoint notre bien-traitance et notre management bienveillant, les réussites aussi de la semaine. Qu'est-ce qui m'a rendu fière la semaine passée, les jours écoulés? Et également, on le fait un peu souvent, alors c'est aussi un petit peu au début artificiel, on s'interroge un peu collectivement sur quelle est un petit peu, alors certains parlent de météo interne, d'autres l'humeur du jour, etc. Mais en tout cas, ce tableau avec les post-it que chacun vient coller tout au long d'une semaine permet à un moment donné de se poser, d'arrêter le temps et de se dire, voilà, où est-ce qu'on en est? Moi, quels sont mes irritants? On en parle collectivement de ces irritants. Donc, voilà, si je peux faire un petit retour d'expérience, c'est vrai qu'il faut aussi, et chacun l'ait, cette capacité à savoir balayer devant sa porte, d'être humble et modeste là-dessus. Donc, être en capacité aussi de recevoir ces critiques-là. Sur la question aussi des fiertés, là aussi au début ça n'a pas très bien fonctionné sur les fiertés, les réussites de la semaine, parce que c'est vrai que les hospitaliers ont, je trouve, tendance à bien savoir parler de ce qu'ils font pas très bien, mais pas encore de ce qu'ils savent faire. Donc il y a eu un petit temps, un petit peu de latence sur, j'hésite à parler de ma fierté, de ma réussite du jour. Et puis petit à petit, vraiment le pli s'est pris. Et ce que je constate au bout de quelques mois, c'est que c'est évidemment et valorisant et ça permet aux professionnels de prendre peut-être confiance en lui dans un nouveau poste s'il est dans cette situation. Donc, rien de révolutionnaire, mais je trouve que cette idée de 5 minutes en équipe et de tableau, ça permet de poser, de sanctuariser un temps d'équipe où on réfléchit à l'équipe et à notre vie ensemble. Floriane, je me permets juste de relayer une question qui vient d'arriver sur le chat. Myriam qui demande si le tableau est fait tous les jours, où est-il situé? Et j'en profite aussi pour te demander si tu as eu un retour sur ce type d'initiative. Est-ce que les professionnels apprécient? Oui. Alors, le tableau, où est-ce qu'il est situé? Donc, dans les directions, enfin, on va dire dans les services plus administratifs, nous, on l'a mis dans une salle de secrétariat. Il y a aussi un espace réunion. Donc, il est dans cet espace-là, un espace commun où on se retrouve fréquemment. Dans les services, il est évidemment dans la salle de soins ou la salle où il réalise les transmissions. Et est-ce que ça marche et quel retour on en a? C'est vrai qu'au début, il y avait quelques appréhensions, justement, de ce côté attention, on va m'attribuer plein d'irritants, on va me rendre responsable de plein de choses. Donc, on a eu quelques difficultés à communiquer là-dessus, à faire en sorte de dédramatiser ce tableau et cette partie, les irritants, les difficultés. Et après, petit à petit, il y a un service qui l'a déployé. Ils ont vu que finalement, justement, ça permettait un peu ce droit à l'erreur et de dédramatiser quand on dit un mot de travers ou quand on n'est pas souvent toujours de très bonne humeur avec un collègue. Ça permet d'en parler, de comprendre ce qui se passe et voilà, de faciliter les échanges en dédramatisant et en déculpabilisant, parce que c'est encore une fois un temps où c'est presque un peu ludique, parce qu'on colle des post-it, il y a souvent des petits smileys, des petites choses comme ça. Donc, par ce côté très ludique, on arrive à dédramatiser. Donc, un service y est mis, c'est le service
de réanimation qui a commencé au sein de l'hôpital Moulin-Isère, avec le SAMU également s'y est mis, parce que nous sommes établissement siège de SAMU. Et voilà, et les services commencent petit à petit à s'y mettre. Alors, il y a évidemment, voilà, je vous le dis, hein, c'est un des points aussi plus faibles pour l'instant de l'exercice. Il y a beaucoup de soignants pour l'instant qui participent à ce temps-là, et encore peu de professionnels médicaux, mais nous avons bon espoir que le pli prenne pour tous les professionnels. Merci pour les précisions, Floriane. Et du coup, dernière question de Yann qui demande si cet atelier est fait en complément des groupes de parole. Je pense que dans les autres établissements qui l'ont mis en place, ça doit être fait, je pense notamment aux Hospices civils de Lyon ou d'autres établissements, je pense que ça doit être un complément. Au centre hospitalier Moulin-Isère, c'est plutôt quelque chose qui sert justement à sanctuariser ce temps de parole, à le mettre dans un emploi du temps, parce qu'évidemment, on n'a jamais le temps. Il y a toujours une urgence par-dessus l'urgence. C'est à se dire, voilà, on prend le temps, c'est aussi urgent que d'autres tâches de le faire. Et les post-it sont anonymes ou pas? Les post-it sont anonymes, oui. D'accord. Oui. Merci. Merci Floriane. Il y avait un autre point ou pas pour terminer? Et pour terminer, je parlerai bien de l'atelier bien-traitance qu'on a mis en place également au sein de l'hôpital Moulin-Isère. Alors, cet atelier de bien-traitance, au début, on l'a mis en place pour réfléchir sur les pratiques bien-traitantes, donc des professionnels vis-à-vis du patient. Là aussi, l'idée, c'était pas de faire un atelier de simulation comme on peut faire sur la chambre des horreurs médicamenteuses ou autres, comme plein de choses existent, mais par des petits sketchs écrits par les professionnels eux-mêmes et joués par ces professionnels-là devant d'autres professionnels sur des temps d'1 heure, en général sur des temps de pause, de réfléchir sur les pratiques médico-soignantes. Et très vite, l'exercice, finalement, c'est un peu dévié sur les pratiques des professionnels entre eux. Et les sketchs ont été rédigés pour réfléchir justement sur l'attitude du manager vis-à-vis des managers et inversement. Et par le biais de l'humour et des sketchs et de cette autodérision, après les sketchs qui donnent lieu à un temps d'observation et d'analyse, il y a un débat et donc un temps de parole là-dessus sur les pratiques managériales. Donc là, encore une fois, un exercice qui a absolument pas révolutionnaire, qui existe dans d'autres établissements, mais qui a le mérite, je pense, de se permettre l'autocritique et la critique des autres de façon décomplexée, parce qu'on y va par l'humour, par l'autodérision, par des temps un petit peu de relâchement entre deux services. Voilà. Je vous remercie. Merci Floriane. Alors le temps tourne, on s'approche de la fin. On va peut-être prendre une dernière question et puis conclure. S'il reste d'autres questions, on pourrait y répondre par la suite par mail ou prévoir un autre temps d'échange. On va terminer avec la question de Sophie qui demande si vous avez mis en place, Floriane, donc au siège de Moulin-Isère, des analyses de pratiques professionnelles pour que les salariés puissent échanger entre eux. Alors, il y a des choses qui existent déjà, qui sont proposées par la Haute Autorité de la Santé, notamment ce qu'on appelait les EPP, mais qui sont devenus les APP, les améliorations de pratiques professionnelles. Après, c'est vrai que ces ateliers ou de bien-traitance ou ces temps d'analyse de tableau de bord, ça en fait un petit peu partie. Parce que là, les professionnels soit s'autocritiquent, soit critiquent et de la façon la plus positive possible les pratiques de leurs confrères. Donc finalement, c'est ces temps-là qui, en plus des APP traditionnels, qui nous permettent d'aborder ces pratiques. Il y a aussi finalement les CREX, les comités de retour d'expérience sur les événements indésirables, qu'on organise aussi évidemment et classiquement là-dessus pour justement, et ça fait partie du management bienveillant finalement, cultiver ce droit à l'erreur et ce droit à l'erreur un peu positif
en faire quelque chose de tout à fait constructif. Et ça marche effectivement que si les APP, que si les CREX, que si nos débriefs en équipe sont réguliers et dans un état d'esprit constructif et non dénonciateur. C'est pour ça que je pense qu'il faut, avant de lancer ces choses-là, prendre le temps de rédiger peut-être un bout de charte. Alors, ça vaut ce que ça vaut, c'est encore un énième texte, un énième protocole, mais ça a le mérite de se poser là aussi collectivement sur les règles, un peu les règles du jeu pour que ça marche. Et ça passe par le respect de l'autre quand on est dans une démarche de critique des pratiques professionnelles. Merci Floriane, merci Alain. Il pourrait y avoir encore des questions, on pourrait en parler pendant des heures, mais le temps, on est contraint par le temps, donc on va peut-être vous demander de conclure rapidement et ensuite ça mettra fin à ce second webinaire. Est-ce que Alain est toujours avec nous? Oui, Alain est toujours avec nous. Oui, je suis toujours là. J'écoutais avec beaucoup d'intérêt ce que nous a dit Florian. La réponse à la question, c'est est-ce que le management bienveillant est un moyen de fidélisation? Ma réponse est oui. Merci beaucoup. Floriane, tu avais un dernier mot également ou... C'est une conclusion qui a le mérite d'être très synthétique. Voilà, je pense que c'est le management bienveillant. Il y a beaucoup d'articles, encore une fois, qui ont été publiés. Il y a aussi beaucoup de formations qui ont été réalisées, qui sont proposées à nos établissements. Après, je pense que c'est pas qu'un terme un peu naïf, que d'investir un temps de synchronisation des équipes, d'échanges collectifs et d'analyse en groupe des pratiques, c'est du temps pas perdu mais bien investi parce que c'est souvent du temps qui fait sens. C'est vrai quand on se lance dans un atelier, comme par exemple l'histoire du tableau de bord avec les post-it, les soignants disent mais on n'a pas le temps, on est débordés, et c'est vrai, ils le sont. Mais après coup, le retour qu'ils me font, c'est on prend le temps de réfléchir ensemble à nos pratiques, on remet un peu les pratiques au centre du village et finalement, c'est du temps où ils font beaucoup de liens et finalement, la journée est peut-être plus fluide parce qu'ils ont fait ce lien-là, ils ont pris ce temps de lien. Voilà, donc ce serait ma conclusion. Je pense que le management bienveillant ne nécessite pas des audits très onéreux ou des formations extrêmement coûteuses pour les établissements, mais peut-être juste de reprendre le temps de jouer collectif. Merci Floriane. Donc le replay de ce webinaire sera bien sûr accessible en ligne. Vous recevrez normalement un lien sur votre boîte mail avec le lien pour y accéder. Et dès demain, les webinaires seront également accessibles sur notre chaîne YouTube Hublot. Donc, vous pourrez aussi transmettre le lien peut-être à vos collègues qui n'ont pas pu y assister. Un immense merci donc à Alain Philibert et Floriane Bordelais pour leur participation et ce riche échange. Et un immense merci également à tous les participants. Vous avez été nombreux. Donc, on vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.